Là, on parle Le temps filoche. de vie humaine, mais il serait temps de parler de la vie de quelqu'un d'autre, la vie de notre mère à tous, la vie de la Terre. On dirait une pub pour la COP 21. Eh ben vas-y, je te laisse, Jules, la parole. Merci Marc. Mais de rien. Alors effectivement, moi je vais vous parler de la Terre. Enfin, en fait, je vais pas vraiment vous parler de la Terre. Ça va être plutôt une histoire. Je vais essayer de reprendre un peu le ton que j'avais pris la dernière fois quand je parlais de l'écroulement du granier, que ça m'avait bien plu. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire qui justement tourne autour de cette recherche de l'âge de la Terre. Parce que aujourd'hui, bon, on connaît assez, enfin plus ou moins tous l'âge de la Terre. Ou en tout cas, on en a entendu parler à un moment donné quand on était gamin. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, vous-même. Pas en détail, c'est plusieurs dizaines de millions, c'est tout ce que je sais. Plusieurs dizaines de millions, il me semble. Non, c'est des milliards, je crois. On est sur 1 ou 2 milliards, je crois, non? Quelque chose comme ça? 1 ou 2 milliards. Alors, j'y répondrai pas tout de suite, justement. On va voir, parce que c'est toute une histoire, en fait, la manière dont certains ont cherché cet âge. Et je vais particulièrement m'attarder sur une histoire, celui qui a finalement trouvé cette date, qui se passe dans les années 50. Mais avant ça, petit contexte, histoire de savoir quelle dynamique de recherche on s'ancre. Au Moyen-Âge, on a probablement un consensus qui est basé plutôt sur la Bible, bien qu'il y en ait certains qui aient des fulgurances scientifiques, on pourrait dire. On a par exemple Jean Buridan, qui est un philosophe scolastique, et son élève l'évêque de Lisieux, qui s'appelle Nicole Oresme, qui considère que via des phénomènes lents, imperceptibles presque, on peut avoir modifier un relief. Il parle de cycle géologique. Au Moyen-Âge, c'est assez... Ah ouais, c'est poussé, mais bon. Voilà, il est assez avant-gardiste. Et il estime que ces cycles géologiques auraient pu prendre quelques dizaines de millions d'années. Et lui-même dit donc que les textes bibliques ne doivent pas être interprétés littéralement. Bon, alors, en soi, c'est des petites fulgurances épisodiques, enfin, assez sporadiques surtout. Comme je vous le disais, le consensus est basé sur les textes bibliques, notamment sur le calcul, le décompte des générations depuis Adam. En fait, en regardant dans la Bible, vous comptez les générations depuis Adam, ouais. Et en estimant que on vit de temps à temps d'années, vous arrivez à peu près à une date. Ouais, c'est précis, quoi. Et l'archevêque James Ussher, en 1650, va même aller plus loin dans cette démarche parce que lui va partir du roi Nostradamus, dont on parle dans la Bible, et dont on connaît alors les dates de règne, et à partir de là, il va, avec la même technique, décompter les générations, et il fait remonter l'âge de la Terre au 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Ah. C'est assez précis. Très précis, ouais. Oui, là, 4004, ouh. Et cette date va rester en fait une référence jusqu'au XXe siècle, globalement. Même les calculs d'Isaac Newton iront à peu près dans le même sens. Diantre. Donc on en est à une Terre qui daterait d'il y a environ 4000 ans avant JC. Alors au 18e, on va avoir plusieurs personnalités comme Edmond Halley, qui est un astronome contemporain de Newton, qui va estimer par exemple la quantité de sel dans les océans, qui sont, si on le rapporte au débit des fleuves, ne peuvent que témoigner d'une jeunesse très ancienne, en fait, d'une accumulation ancienne. On va avoir trois petites réflexions comme ça. On va avoir Buffon qui extrapole le temps de refroidissement de sphères métalliques dans des forges aux dimensions de la Terre, et en rapportant ça du coup aux dimensions de la Terre, il lui donne un âge de 74 000 ans à peu près. Même si dans des petits carnets personnels qu'il va pas publier, il va jusqu'à donner une date de l'ordre de 10 millions d'années. D'accord. Et puis enfin, on va voir au 19e, énormément de questions qui vont être posées à ça, par rapport à ça, notamment via l'essor de pas mal de disciplines géologiques, et certains vont déplacer l'hypothèse de l'âge de la Terre vers le milliard d'années à peu près, notamment via la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel à la fin du 19e, parce que la compréhension des phénomènes de désintégration de certains isotopes, on s'en rentre dans les détails, ça permet simplement de comprendre que la Terre a au moins dû mettre 400 millions d'années pour se refroidir, à partir du moment où elle était chaude. Et ça permet également de comprendre les mécanismes qui fonctionnent dans le Soleil, et donc de savoir à peu près l'âge qu'aurait pu avoir le Soleil. À partir de là, on arrive à se dire que ça doit avoir l'âge de la Terre doit être de l'ordre de plusieurs milliards d'années. On en est à peu près là, et c'est là que commence notre histoire. Alors notre histoire, elle commence, comme je vous l'avais dit, dans les années, là on va dire 30-40, et c'est l'histoire de Claire Patterson. Alors, c'est le fils d'un facteur de l'Iowa, pas très scolaire, mais assez doué, mine de rien, dans les disciplines scientifiques, il est assez logique. Et il va obtenir son baccalauréat au Grinnell College, en Iowa, où il va être embauché comme géochimiste juste après son bac, dans les années 40. En fait, il va participer au projet Manhattan. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet Manhattan. La bombe. Exactement, le projet qui va mettre en place la première bombe atomique. En fait, il va être engagé au milieu d'énormément de personnes. Lui, il va simplement s'occuper d'une machine qu'on appelle le spectromètre de masse, qui permet en fait de renseigner sur la composition chimique des éléments. Et c'est là qu'il va se former un peu sur le tas.
Après la Seconde Guerre mondiale, il va débuter un doctorat à l'université de Chicago sous la direction d'Harrison Brown. Et cet homme va lui confier un travail d'apparence assez banal. Vous imaginez, Claire Patterson arrive dans son bureau, puis là, Harrison Brown lui dit « Bon, écoute, il paraît que tu te démerdes plutôt pas mal au spectromètre de masse. Alors, ce qu'on va faire, voilà, ce que je peux te proposer, c'est un petit boulot, c'est pas grand-chose. Ça devrait être assez facile et ça te propulsera sûrement sur les gros titres des journaux. En fait, voilà, là j'ai des cristaux de zircon, c'est des petits cristaux de la taille d'une tête d'épingle qui sont extrêmement résistants. Ça, c'est des cristaux qui ne peuvent pas être altérés pendant des millions d'années. Et on connaît l'âge de ces grains parce que la roche dans laquelle ils étaient a pu être datée. Et ces petits grains, en fait, c'est des grains qu'on peut retrouver notamment dans les météores. Et ils sont pleins d'uranium. Or, l'uranium, naturellement, on sait qu'il se décompose en plomb. Le problème, c'est qu'on ne sait pas selon quelle courbe, si vous voulez. On sait qu'il se décompose de manière progressive, en plomb, mais on ne sait pas sous quelle courbe. Et donc là, puisqu'on a déjà la date de la roche dans laquelle on a ces cristaux, et qu'on peut donc voir les proportions d'uranium et de plomb qu'il y a dans ces cristaux, on pourrait donc réussir à trouver cette formule. Et à partir du moment où on aura trouvé cette formule, ça veut dire qu'on pourra dater, via cette technique, des météores qui ont à peu près l'âge de la Terre. Ça, on peut le savoir, géologiquement parlant. Et donc, si tu arrives à trouver cette formule, ça voudrait dire que tu serais le premier à savoir l'âge de la Terre. On a un roulement de tambour, Claire Patterson fait « Ah ouais, d'accord ». Alors, Harrison Brown me dit « Bon, voilà, ça devrait pas être un boulot très difficile, il suffit simplement de regarder l'uranium et le plomb que tu as dans tes cristaux et de faire la corrélation. Ça devrait pas être très compliqué pour un géochimiste comme toi. » Bon, très bien, sur ce, Patterson fait OK, il part, et il va commencer à se mettre au boulot. Alors, Patterson va être aidé d'un autre étudiant. Lui, Patterson va mesurer le plomb dans les échantillons, et l'autre étudiant va chercher à mesurer l'uranium. Alors les deux sont dans le laboratoire, ils font un peu leur petite tambouille, et puis donc l'autre étudiant, Tilton, va obtenir tout le temps les mêmes résultats. Pour tous les cristaux qu'il est en train de dater, à chaque fois il a la même proportion d'uranium. Mais Patterson, lui, n'a jamais les mêmes proportions de plomb. À chaque fois les quantités sont différentes, même sur les mêmes échantillons. Ça n'a aucun sens. Alors au départ il va se dire, c'est peut-être une contamination du laboratoire au plomb, peut-être qu'il y a quelque chose qui fausserait les données. Alors Patterson va tenter de décontaminer le laboratoire par tous les moyens, pendant plus de 2 ans, mais rien n'y fait. Il fait même bouillir tous ses outils et essaie de stériliser entièrement le laboratoire, impossible. Et rien n'arrive à rendre correct ces résultats. Et lorsque Harrison Brown, donc son directeur de thèse, change de laboratoire, Patterson va en profiter et va faire créer une salle spéciale dans ce nouveau laboratoire pour éviter les pollutions extérieures. C'est la première salle blanche, donc vide de toute contamination extérieure. Elle va être créée pour ça, pour répondre à ce problème-là. Et en fait, ça marche. Grâce à cette salle blanche, il va découvrir la fameuse formule qui permet de savoir comment est-ce que l'uranium va se décomposer en plomb et pendant combien de temps. Alors, vous imaginez, il vient de sortir le papier, il a griffonné sa formule qui vient d'avoir. On est en 1953, et en pleine nuit, il va prendre sa voiture et il va aller jusqu'au plus grand spectromètre de masse du monde dans l'Illinois. Alors, le vigile va être étonné, il monte son badge, lui fait ok, il fait un peu tard, enfin, il rentre, il place son échantillon dans la machine et il attend. Là, l'échantillon va être vaporisé, c'est des aimants ultra puissants qui vont séparer les éléments de l'échantillon et les quantifier. Les courbes s'impriment, vous imaginez les machines de 53, avec la petite feuille à carreaux qui s'imprime doucement. Il arrache la feuille, sort sa table de calcul, et sous les étoiles de l'Illinois, aligne les chiffres. Et la surprise, la Terre a 4,5 milliards d'années. Il est à ce moment-là, à ce moment précis, la seule personne sur Terre qui connaît l'âge de la Terre. Et la première personne à qui il va aller annoncer la nouvelle, c'est sa mère. Il va prendre la voiture et le matin même va taper chez sa mère pour lui expliquer ce qu'il faisait depuis toutes ces années et lui dire voilà, la Terre a 4,5 milliards d'années. À ce moment-là, elle sera que la deuxième personne sur Terre à le savoir, de toute l'histoire des vivants. Voilà, enfin, on sait l'âge de la Terre. Alors ça sort, ça fait des articles, etc., et c'est la fin, plus ou moins, puisque c'est une date qui a fait consensus jusqu'en 2012, maintenant on a juste resserré un peu la marge d'erreur, globalement, il avait totalement raison. Donc c'est la fin de cette fameuse conquête de l'âge de la Terre, mais pourtant c'est pas la fin de notre histoire. Parce qu'en effet, Patterson est devenu un expert reconnu sur le plomb, un expert mondial. Ça fait des années qu'il bosse sur le plomb, en fait. Ça lui a permis d'avoir l'âge de la Terre, mais il est davantage expert sur le plomb en lui-même que géologue. Et une question taraude. D'où venait la perturbation qui lui a posé problème toutes ces années? En effet, d'où venait cette contamination contre laquelle il a lutté, en fait, pendant des années?
Alors pour ça, pour répondre à son problème, il va partir mesurer les concentrations de plomb dans les eaux profondes. En pleine mer, voilà. Ils sortent, ils arrivent en bateau en pleine mer, ils sortent les échantillons, ils mettent donc c'est une espèce de petite capsule qu'on met sous l'eau, on les ramène avec un bout. Et la surprise, ils observent de très très faibles concentrations de plomb en profondeur. Pourtant, il y a de très fortes concentrations de plomb dans les eaux de surface. Et le problème, c'est qu'en fait, les eaux de surface se mélangent avec les eaux des profondeurs, sur un ordre de quelques siècles. Et donc, si on ne trouve pas de plomb en profondeur, mais qu'on en trouve à la surface, c'est que c'est pas quelque chose de normal, c'est que c'est quelque chose de récent. La contamination au plomb est assez récente pour que les eaux de profondeur n'aient pas pu être contaminées par le plomb, n'aient pas pu être rebrassées avec des eaux de surface. Et là, ça commence à poser souci. Parce qu'il va petit à petit se rendre compte que cette concentration s'est révélée et liée énormément aux environnements industriels de l'époque. Et là, comme toutes belles histoires, on fait un retour en arrière. Petit flashback au début des années 1900. On va suivre un autre personnage qui s'appelle Thomas Midgley Jr., un petit bonhomme qui va faire ses études en mécanique à l'université de Cornell, sacrée université à New York. C'est un gars un peu inventeur, dont le père d'ailleurs était un peu inventeur lui-même, et qui a ni plus ni moins que révolutionner le monde de l'industrie moderne. Il veut être un grand inventeur, il veut absolument tout changer. Alors son père travaille dans l'automobile, donc après ses études, Thomas va chercher à améliorer la conception de pneus dans l'université de son père. Mais ça va finir par un échec. Il va créer une boîte qui va péricliter, il abandonne. Il va par la suite être embauché dans l'équipe de recherche de la grande entreprise Delco Electronics, où il va enchaîner des projets, que ce soit sur des lampes, des lumières, des moteurs. Aucun de ces projets ne va aboutir. Et il est absolument maudit sur tous les projets qu'il va faire. Que ce soit parce que finalement on lui coupe les budgets, ou que ce soit parce que la guerre commence. La seconde guerre commence, et puis finalement on va plus avoir besoin de lui, ou etc., etc. Et puis enfin, après la guerre, il va être embauché par General Motors, une entreprise dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et en fait, General Motors va le voir et va lui dire « Écoute, on a un super moteur qu'on vient de mettre en place, qui est pas cher, qui pourrait être produit en grande quantité et qui pourrait alimenter énormément de voitures. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il supporte pas l'essence classique. Il va falloir qu'on trouve un nouveau carburant. Et donc, ta mission, c'est de trouver un nouveau carburant exprès pour ce moteur. » Et là, Midgley va mettre absolument tout ce qu'il a. Et il va réussir à trouver un truc. Le problème, c'est que ces formules, en fait, ce qu'il a réussi à trouver, le tétraéthylplomb, contient beaucoup de plomb. Beaucoup plus que ce qui est censé être, ça pourrait abîmer le moteur, et puis le plomb, vous le savez, est aussi une substance toxique pour l'humain, enfin pour tous les êtres vivants en fait. Mais c'est pas cher, et ça marche, et lui il est absolument très fier de sa découverte. Et donc ce tétraéthyle va prendre le nom de l'essence super, et c'est lui qui va breveter cette essence, alors même qu'il travaillait pour General Motors, il va breveter pour lui cette essence, et signer un contrat avec la General Motors. Et c'est parti, l'essence super commence à débouler partout. Alors, à un moment donné, on commence à se rendre compte quand même que, par exemple, les travailleurs, les ouvriers qui bossent là-dedans, qui bossent aux usines automobiles, commencent à être atteints de démence. Il y en a qui se défenestrent, il y en a qui meurent dans circonstances étranges, il y en a qui deviennent violents. C'est le saturnisme. Ce qu'on appelle le saturnisme, c'est l'intoxication. C'est comme les Romains. Oui, exactement, comme les Romains. Comme les Romains, qui avaient donc c'est là de... Canalisation en plomb. Exactement, c'est là de vient le terme de plomberie, c'est cette canalisation en plomb, en fait. C'était pas forcément très bonne pour la santé. Et vous en doutez, quand on palpe énormément d'argent, qu'il y ait 2-3 prolétaires qui commencent à crever en hurlant, c'est pas forcément ce qui va freiner les gens. J'ai rien entendu après argent. Et voilà. Alors, mine de rien, ça refroidit les investisseurs sur le moment, et puis même le public. Sur le moment, on entend parler. Mais après une énorme campagne publicitaire et un lobbying de fou, au final, c'est de la faute des ouvriers. Et puis, de toute façon, les gens dans la vie de tous les jours ne pourront, ça concerne les ouvriers qui sont justement en prise avec la substance en elle-même. Les gens qui sont dans la rue, il n'y a aucun souci, alors même que finalement, ce plomb qui est dans l'essence va forcément finir dans les gaz d'échappement. Et quand c'est 2 voitures, ça va, mais quand il commence à y en avoir des milliers et des millions, vous imaginez vite le problème. Et en fait, ces particules de plomb vont s'entasser dans l'atmosphère, intoxiquer des millions de personnes, et accentuer l'amoindrissement de la couche d'ozone. En fait, ça va être un des gaz qui vont faire qu'on va commencer à avoir un trou dans la couche d'ozone, problème que nous on découvrira plus tard. D'accord, c'est le début en fait. Exactement. Alors, cette personne, ce fameux Thomas Midgley, a aussi une autre superbe invention,
petite parenthèse dans l'histoire. Il a également inventé des réfrigérateurs, hein, après cela. Des réfrigérateurs qui fonctionnaient très bien également, mais qui utilisaient un gaz à effet de serre. Mais bon, vu que ça se vendait très bien, ça s'est développé partout, et vous en doutez, ça a aussi posé problème. Et donc par une personne, vous avez eu presque 90% des gaz à effet de serre qui vont commencer à créer un trou dans les couches d'ozone, qui ont commencé à émerger de manière massive. Le pire, c'est que lui voulait peut-être juste améliorer la vie des gens. C'est ça, et au final, c'est celui qui a eu le plus grande incidence sur l'atmosphère de tous les êtres vivants jamais connus dans l'histoire. Pourquoi l'enfer est pavé de bonnes intentions? Exactement. Alors revenons à notre Claire Patterson. Vous vous rappelez, donc Claire Patterson vient de découvrir l'âge de la Terre, mais vient également de découvrir l'une des plus grandes contaminations à l'échelle planétaire de l'histoire. Et vous vous en doutez, ça va pas forcément faire plaisir à certains. Et les industries pétrolières vont alors exercer une pression incroyable sur Patterson et vont faire couper ses financements. Une énorme campagne de lobbying visant à décrédibiliser ses travaux se met en place. C'est une des premières fois que l'autorité de la science va d'ailleurs permettre de masquer des impératifs industriels. Ainsi, un homme portant le nom de Robert Keogh, un scientifique, va être justement acheté par ces lobbies en fait, et va avoir pour mission de semer un doute scientifique. Alors les arguments, on les connaît plus ou moins pour d'autres choses aujourd'hui, mais c'est par exemple le plomb est un élément naturel au final. Et puis bon, il y a des risques pour les personnes en contact, mais l'autorégulation de l'industrie va y remédier. Et puis dans tous les cas, il n'y a rien qui prouve que les autres ne soient en danger, que les usagers dans la rue. Et Patterson va travailler des années, malgré les pressions, va travailler des années, va aller jusqu'en Antarctique pour prélever des carottes de glace, histoire de pouvoir analyser les bulles d'air emprisonnées à l'intérieur d'il y a plusieurs siècles pour montrer que c'est quelque chose de très récent au final. Voilà, encore une fois, il va manger énormément de pression, il va même être exclu des groupes de recherche atmosphérique et autres au niveau national. Donc. Mais finalement, en 1973, son combat aboutit. La United States Environmental Protection Agency décide de réduire de 60 à 65% le plomb en tant qu'additif, puis l'interdire totalement dès 1986. Et grâce à ça, de 1980 à 1990, des études montrent que la concentration en plomb dans le sang des Américains a chuté de près de 80%. Alors aujourd'hui, il y a toujours des traces de cette contamination au plomb dans l'atmosphère, même si, vous voyez, ça a très très vite chuté. Ça a été l'histoire d'une des plus grandes contaminations à l'échelle planétaire. Alors vous voyez, pour avoir la petite morale de l'histoire, de cette petite fable scientifique, la science, elle permet de comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons, de nous interroger quant à notre place, à la place de ce qui nous entoure. C'est une démarche de raisonnement, mais comme tout outil, il dépend de la personne qui l'utilise, et de la raison pour laquelle elle est utilisée. Ici, on a eu deux chercheurs avec des objectifs différents. L'un, un inventeur génial, qui a néanmoins eu plus d'impact sur l'atmosphère qu'aucun être vivant quelconque dans l'histoire de la Terre, comme je vous le disais. Ouais. Et l'autre, en cherchant à répondre à des questions millénaires, encore largement au-delà, a permis de mettre en évidence un empoisonnement de masse et à mettre à bas un lobby mondialement puissant. C'est ouf. Alors maintenant, lorsque vous prenez votre essence sans plomb à la pompe, je comprends pourquoi. Pensez à Claire Patterson. Je me suis souvent posé la question du pourquoi, maintenant. Pensez à l'histoire de la science, pensez à l'âge de la Terre, et pensez à l'immensité de l'espace et du temps. Putain. Wow. Bravo. Merci Jules pour cette petite histoire passionnante. Ah ouais, merci beaucoup. De rien, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, on s'est laissé transporter du début à la fin. T'as fait ça aujourd'hui en plus, c'est ça du coup. Ouais. Et je me dis que si ça plaît ou ces trucs comme ça, on pourrait faire d'autres. Je pourrais faire d'autres chroniques sur des histoires de science comme ça, parce qu'il y en a tellement, des gens incroyables qui ont fait des trucs incroyables et dont on se rend pas compte aujourd'hui alors qu'on utilise leurs trucs tous les jours. Mais franchement, c'est assez cool. Ça peut te faire une thématique. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Franchement, c'est apaisant en fin d'émission d'avoir quelque chose de très smooth comme ça. Une petite histoire. Ouais, j'étais à 2 doigts de m'endormir. T'es fait bercer par la. Ah, c'est un peu ça. Oui. Et comme quoi, vous voyez que le lobbying scientifique, t'as pas dit. Oui. Ce qui est marrant aussi, c'est que ça montre aussi que si jamais on voit un problème suffisamment tôt, on peut y faire quelque chose, quoi. Oui, ça dépend du problème. Mais juste pour dire, imaginez le gars, il serait jamais posé la question, en fait, on serait tous avec un taux de plomb dans le sang. Oui, très clairement. Il a même montré que Claire Patterson a même étudié des squelettes. À un moment donné, il s'est entouré d'anthropologues et ils ont étudié des squelettes d'Américains. Et ils ont montré que même dans les os, il y avait une forte concentration de plomb en fait. Même dans l'alimentaire, en fait, c'est normal à partir du moment où tout autour de toi est contaminé au plomb. Je me demande ce qu'on découvrira dans 30 ans. Sur ce qu'on consomme actuellement. C'est ça, surtout. C'est sûr qu'on va avoir des petites surprises, je pense, effectivement. Je pense qu'on en a déjà plein, que beaucoup de gens sont au courant, mais juste pas nous. Oui.
Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.